Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Retrouvez l'émission L'Observatoire en Scorpion avec Maggie de Demoiselle étrange. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre dernière émission pour l'Observatoire en Scorpion. Kat est avec moi. Bonsoir, Kat. Allô! Salut Maggie! Salut! Alors, juste pour avertir les auditeurs, exceptionnellement, malheureusement pour la dernière émission, nous serons en différé, donc on enregistre un peu d'avance pour des raisons personnelles, familiales, mais nous aurons dépensé pour vous, nous avons dépensé pour vous, parce qu'on est au solstice, veux pas. Et heureux hasard, ça concorde avec le dernier élément qu'on n'a pas encore visité, l'élément feu, le soleil. On est le solstice, donc pendant 2 heures, on va parler ensemble de cet élément qui est très cher à mon cœur. Ils le sont tous, mais le feu a un petit quelque chose de particulier, pour moi en tout cas. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, le feu. Là, je parlais justement, on parlait de solstice, juste pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, le mot solstice, sol qui signifie soleil. En fait, laissez-moi aller voir. J'ai une petite page qui explique bien le tout. Moi, j'aime bien vous lire. Vous le savez bien. Alors, solstice, l'un des 2 moments de l'année. On a 2 solstices pendant l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. Et donc, le mot solstice, du latin solstitium, point où le soleil semble être immobile. Donc, se passe au solstice d'été et au solstice d'hiver. Alors là, en ce moment, on est à un moment où est-ce que le soleil est au plus fort, où est-ce qu'il va être le maître de la journée, cette journée ensoleillée la plus longue de l'année. Et son revers, au solstice d'hiver, alors qu'on est dans la journée la plus courte. Mais là, on profite de la chaleur, on profite de ce soleil infini, de cette journée infinie, pour le célébrer. Et donc, c'est ça. Donc, on parle de solstice et pour faire un peu un rebond, on va parler un peu brièvement de l'équinoxe, équi. Donc, ce sont 2 journées qui se retrouvent en plein milieu du solstice où est-ce que le jour et la nuit sont égales. Donc, c'est pour ça qu'on les célèbre, entre autres, qu'on a élaboré des rites, des cérémonies autour aussi des équinoxes. Mais là, on est au solstice d'été. Et on vous parle du feu. Donc, le feu, on pense tout de suite au soleil. Mais dans notre histoire humaine, c'est avec le feu qu'on a le plus dansé. C'est le feu qu'on a réussi à amadouer, qu'on a réussi à, on pourrait dire, semi-domestiquer, parce que le feu ne se domestique pas complètement. Il faut toujours qu'il soit sous contrôle, sous surveillance, ou on pourrait dire aussi qu'il faudrait être toujours attentionné envers le feu. Quand on ne lui donne pas l'attention qu'il mérite, il peut être foudroyant ou nous quitter, tout simplement. Aujourd'hui, c'est facile. On a des allumettes, on a des briquets, on allume le feu du poêle électrique, puis on a de la chaleur, mais pendant la plus grande partie de notre histoire humaine, le feu, ça n'a pas été le cas. Il fallait savoir le faire, ou il fallait... il fallait savoir le faire
savoir le garder, savoir le transporter pour pouvoir en bénéficier. Puis, on a pu en bénéficier autour des travaux d'artisans, si on parle de la forge, si on parle des travaux de poterie, mais aussi à la cuisine. Hein? Imaginez comment qu'on serait misérable à tout manger cru. Moi, je me vois pas vivre sans pain, sans crêpes. Ah, non, toutes ces belles pâtisseries et viennoiseries, l'air de rien, c'est grâce à toute cette chaleur, hein, qu'on a su apprivoiser, veut pas. Et donc, c'est ça. Le feu a été source de tout plein de technologies. Mais autour de ces technologies-là, bien, il y a des rites qui se sont créés et il y a eu toujours cet aspect magique, hein, d'avoir un feu, de le maintenir et de transformer les choses. C'était des actes magiques en soi. On va en parler un petit peu plus loin parce que, pour moi, le feu, je ne sais pas pour toi, Kat, quel artisan ça t'interpelle le plus quand on parle du feu, mais pour moi, personnellement, c'est le forgeron. Et donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, la fabrication du feu. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Mais il y a moyen, je pense, en tant que pratiquant, pour les curieux, d'aller expérimenter les anciennes méthodes de fabrication du feu. Je vous en parle parce que ça a été ma manière d'explorer cet élément-là. Je suis une personne lente à réfléchir, qui prend son temps. Même quand je veux aller vite, je choisis toujours la file la plus lente à l'épicerie. Vous voyez, la vie m'oblige à une lenteur. Et le feu a quelque chose d'assez qui fait peur à une personne qui se retrouve à profiter, comme moi, de la vie en marchant tranquillement et en attendant dans les files les plus longues. Le feu, c'est complètement le contraire. Je ne sais pas, toi, Kat, toi aussi, tu es scorpionne. Est-ce que tu vis cette lenteur-là dans ta vie? Oui. Ouais. Oui, puis le feu me stimule un petit peu trop ou me donne un petit effet de stress. Ouais. Puis je vis dans la lenteur, effectivement. Bon, Tout est au ralenti. Ouais, je sais pas si c'est un phénomène de scorpion parce que mon fils est scorpion et lui, quand il a appris à marcher, c'est pas marcher qu'il a fait, c'est courir. Ah, On le vit peut-être pas tout de la même manière, mais en tout cas, on est deux scorpionnes qui peuvent attester que la lenteur est une voie obligée pour nous. mais tu vois, moi, c'est plus mon métabolisme. C'est mon corps qui est comme ça, fait que j'ai comme pas le choix de suivre. Ah, oui. Mm. Donc, fait que c'est ça, en fait, je voulais en revenir, oui, c'est ça, la fabrication du feu. Donc, la fabrication, c'est ça, on fait ça rapidement maintenant, hein, c'est acquis. Ça l'a pas toujours été. Puis, c'est ça, je me rappelle de où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Donc, j'ai voulu expérimenter le feu, la fabrication du feu, parce que la voie pour faire le feu d'une manière ancestrale a une certaine lenteur. On doit fabriquer notre kit, hein, pour la fabrication du feu. Je vous parle du feu par friction. D'un premier abord, ça peut paraître, on peut se demander, mais quel lien avec la magie, avec l'enchantement, avec la voie spirituelle, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que j'en parle. Donc, parce que ça a été ma voie, en quelque sorte, envers le feu. Et donc, c'est ça. On apprend qu'on doit construire, on doit trouver des pièces dans la forêt, des pièces de bois. Donc, on va parler de l'archet, de la pommelle, du petit plateau, la petite tablette, où est-ce qu'on va
où est-ce que le feu va se créer. Et il y a l'espèce de petit bâton, je me rappelle plus du nom, mais c'est ça, c'est lui en fait qui va créer, avec lui qu'on crée la friction et qu'on doit maintenir avec la pommelle. Et donc, on se retrouve à devoir à être en forêt et de devoir trouver ces pièces-là dans la forêt, de devoir comprendre où est-ce qu'ils se trouvent dans le bois que je peux trouver autour de moi, quelle sorte de bois aussi utiliser. Il faut que ce soit toute la même essence et il faut le fabriquer pour être à l'aise. Au début, on nous suggère d'utiliser une corde pour faire l'archet parce qu'on a vraiment une pièce qui ressemble à un archet qu'on doit créer. Mais quand on se sent badass dans la forêt, on peut utiliser des racines pour le même usage. Donc, c'est ça, on se retrouve à devoir façonner des pièces qu'on trouve dans la forêt et mis ensemble. Notre corps doit s'habituer à des mouvements qu'on fait pas toujours. Là, je me rappelle la première fois, je me sentais tellement gauche. Maintenant, ça va bien. Mon corps est habitué. Mais la première fois, c'est comme beaucoup de choses à contrôler, tenir les pièces de bois ensemble, avoir notre corps positionné au bon endroit. On n'est pas nécessairement aussi confortable et on doit se concentrer, donner toute l'énergie qu'on a parce que c'est très loin de craquer l'allumette. Il faut vraiment donner toute l'énergie qu'on a et même quand on a l'impression de ne plus en avoir, des fois, il faut en donner encore un peu plus pour arriver à la braise. Tout ça pour dire qu'en soi, c'est un rite. Je vous parlais de la petite planchette. C'est elle qui reçoit le plus la friction pour créer la braise parce que quand on fait le feu par friction, la première étape, c'est la braise avant d'avoir les flammes. Après ça, c'est une deuxième étape. Mais donc, j'ai un ami qui a justement les primitifs. C'est avec lui et son équipe, en fait, que j'ai appris le feu par friction. Et il nous avait parlé à un moment donné qu'il est allé aux États-Unis parce qu'il est passionné. Il va voir d'autres équipes qui offrent des formations de survie. Et il va aussi visiter des endroits. Et il avait été visiter un musée où est-ce que il avait vu des planchettes, justement, des planchettes, des pommelles, des pièces pour faire le feu par friction. Mais ces planchettes-là, il avait remarqué qu'au bout, il y avait des petits bonhommes sourires. Puis ça il nous en parlait, puis on a comme, quand que tu as pratiqué quelquefois le feu par friction, mais c'est là que tu comprends que, tu sais, pourquoi que la personne elle a mis un bonhomme sourire là, mais c'est des vieilles planchettes, là, ça date pas des années 1950, ça date, tu sais, dans le temps que les Autochtones étaient beaucoup plus présents et maîtres des régions dans lesquelles on habite ici en Amérique. Mais tout ça pour dire que souvent, quand on met un visage à un objet, surtout dans, on pourrait dire, dans des temps plus anciens, reculés, il y avait un... C'est comme s'il appelait un peu un esprit, veut pas. On ne met pas un sourire à n'importe quoi. Tu sais, la personne, est-ce qu'elle a choisi de mettre un petit bonhomme sourire justement pour se rappeler le côté positif, pour attirer un feu positif dans sa planchette ou avait l'impression que la planchette avait peut-être une âme, hein, parce que veut pas, cette planchette-là va porter la braise, est là pour créer la braise avec la friction, tout l'effort que tu y mets de ton corps. Et ça nous donne chaud. Donc, la chaleur qu'on fait dans notre corps se transfère dans la braise. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein il y a plein de liens, de symbolismes qu'on peut aller chercher, comme par exemple, quand que je fais ma friction sur cette planchette-là, justement, j'use mon archet sur une pièce ronde qui tourne très vite et fait une friction. Je vous ai parlé de la pommelle. Tantôt, c'est elle qui protège ma main parce que le petit bâton qui est debout,
s'il fait de la friction en bas, il en fait en haut aussi. Et là, on peut aisément ressortir cette fameuse phrase que toute bonne personne spirituelle connaît, hein, as above, so below. Donc, la friction se fait en haut et en bas. Et donc, qu'est-ce que je fais pour que la friction, que la braise se crée en bas sans passer au travers de ma pommelle qui est en haut, qui protège ma main? Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ça. Ça nous fait penser à as above, so below et à faire attention à ça aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses d'observation comme la petite poudre qui se crée autour et dans le petit V dans lequel la braise va se créer. Elle doit avoir une couleur en particulier. Quand je fais le archet, il y a un son particulier. Si c'est pas ce son-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est plein de petits détails pour arriver avec l'habitude, avec la pratique, à maîtriser. Et je dis maîtriser, mais on ne maîtrise jamais complètement le feu. Il m'est arrivé dans des démonstrations avec les primitifs parce qu'à quelques reprises, j'ai fait partie d'une démonstration et donc on est plusieurs instructeurs ou apprentis à montrer le feu. On était toujours plusieurs à le faire et il y avait des personnes que je considérais vraiment super bonnes à faire le feu, que dans ma tête, dès qu'ils regardaient leur kit de feu, c'était clair qu'il y allait avoir une braise qui allait se créer. Et pourtant, parfois, il m'est arrivé de les entendre dire « J'ai perdu mon feu ». Je trouve ça super. Il y a quelque chose de très spirituel, même quand tu ne l'es pas. Cette phrase-là, hein, « J'ai perdu mon feu », Oui. Et de se retrouver humble devant la fabrication du feu, que malgré ton beau kit, que malgré que tout soit parfait, que le feu soit pas au rendez-vous. Donc, c'est plein de petits enseignements que j'ai pu observer au travers de ça. Je me rappelle que j'avais une planchette qui ne fonctionnait pas et plusieurs personnes se sont acharnées dessus. Puis, on n'a jamais réussi à faire un feu dessus. Cette pièce-là ne fonctionnait pas. Mais, mais on apprend tout le temps. En tout cas, c'est un univers merveilleux. J'étais très heureuse parce que dans le groupe Nature Occulte, je crois, il y avait une personne qui m'avait déjà entendu parler du feu par friction. Elle est en Europe et rêvait de faire cet apprentissage-là. Ça l'avait beaucoup interpellée. Et elle m'a écrit dernièrement pour me dire qu'elle avait trouvé quelqu'un pour l'aider à faire cet apprentissage-là. Puis j'étais vraiment contente pour elle. Parce que c'est vrai, c'est une belle voie, c'est une belle manière, je trouve, d'aborder l'élément feu. De connecter finalement avec une force plus grande que nous aussi. Oui, il y a le côté ancestral. Mm-hmm. Puis, oui, c'est ça, c'est d'honorer ce côté ancestral-là et cette manière de faire le feu, je trouve. Puis, c'est une manière aussi de se rappeler hein, d'où vient le feu et que cette manière-là de faire a été une source de plein de technologies. Quand on parle de technologie, c'est pas juste des tablettes et des écrans puis des téléphones mobiles, tu sais, c'est des anciennes technologies, c'est ce qui nous permettait d'améliorer nos qualités de vie, d'améliorer notre sort, juste de pouvoir m'allumer un feu quand j'en ai besoin, ça change ma vie d'une manière assez drastique à côté de quelqu'un qui sait pas en faire puis qui est pris
qui est pris à traverser tous les aléas des températures et tout ça sans feu, en fait. Mm. Mais quand même, il y a, j'ai justement cet ami encore, Mathieu Hébert, qui nous avait raconté aussi qu'il avait été faire un voyage en Afrique, il me semble. Ça pourrait être ailleurs, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que il y a certains endroits où est-ce que les gens vivent en communauté et maintiennent un feu vivant, mais ça fait tellement longtemps qu'ils ne savent plus comment faire le feu. Et donc, l'important, c'est pas juste de savoir faire le feu, mais c'est de le maintenir aussi. Donc, il y en a qui avaient des missions de maintenir le feu, tout comme qu'il y en a aussi au niveau du transport du feu, il y avait vraiment une connaissance par rapport à ça, puis quelque chose de très spirituel autour du transport du feu. Mais c'est ça. Mais quand que si quelqu'un devait faillir à la tâche de maintenir le feu, tu es obligé d'aller dans la communauté à côté, demander de ravoir du feu. Parce que ta communauté à toi, ne sait plus comment faire. Donc, imagine la honte quand que tu t'es endormi puis qu'on n'est plus capable de repartir la braise et que la personne est obligée d'aller dans la communauté voisine. Mon Dieu, j'aurais pas aimé ça, vivre ça. Oh là là, ouais. Mais c'est ça, c'est pour dire comment c'est important, mais que même, tu sais, à certains moments dans l'humanité, c'est pas juste maintenant qu'on a oublié ça. Hein. C'est aussi des fois, on se retrouve dans un environnement confortable, puis on se dit, on a juste à le maintenir, mais c'est ça, à un moment donné, c'est qu'on vient à oublier des gestes qui sont importants. Ça peut arriver n'importe quand. Donc, ça n'arrive pas juste maintenant. C'est arrivé avant. Ça va arriver dans le futur aussi. Donc, je vais juste regarder un peu mes notes. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vous parle du feu par friction, mais il y a dans un des cours que j'avais assisté, je pense qu'on nous avait montré en 20 et 30 manières différentes oui? le feu. Oui. Donc, c'est pas juste, mais c'est souvent, la plupart du temps, par friction, mais les méthodes sont différentes. Sont différentes pour plein de raisons. Puis notamment, parce qu'on n'habite pas tous dans la forêt boréale. Par exemple, il nous avait montré avec des pièces de bambou. Donc, on pourrait imaginer les personnes où est-ce que le bambou pousse, qu'on pouvait faire. La méthode par friction était autre. S'il fait chaud versus on est dans un endroit où est-ce qu'il fait froid aussi, la méthode peut changer à cause de ça également. Donc, ça devient comme super complexe et chaque communauté trouve sa manière de fabriquer son feu avec la matière qu'elle a autour d'elle. Donc, il y a ça aussi qui est très beau. C'est que c'est une technologie qui a grandi, mais avec des variantes différentes partout sur notre planète. Comme plein d'autres choses aussi qui sont arrivées dans l'humanité à ce niveau-là. On dirait que, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, toi, Kat, tu sais, certaines technologies on dirait qui naissent à un certain moment, mais un peu partout sur la planète. Non, j'ai pas remarqué. As-tu un exemple à me donner? Il y avait à brûle-pourpoint comme ça, non, mais je me souviens d'avoir eu ce genre de discussion-là. Il y avait, je pense qu'il y avait des instruments de musique, notamment, qui étaient apparus dans des années, c'est ça, à des moments dans notre histoire qui ressemblent, ou la roue, par exemple, qui a été inventée, mais plus qu'à un endroit
aussi. OK, oui. Des anciennes technologies comme ça, par rapport, c'est ça. Donc, ouais, la roue, me semble que c'en était un exemple, justement. Donc, c'est un peu la même chose, j'imagine, pour le feu. Puis, je m'imagine avant, on faisait juste attendre qu'il y ait une foudre quelque part qui allume un feu, puis on allait à la chasse au feu. Je m'imagine que ça devait ressembler à ça, hein, pour pouvoir en profiter. Mais moi, j'ai une question. Oui. Dis-moi, le transport du feu, c'était comment? Comment est-ce que ça fonctionnait pour le transporter, pour ne pas le perdre? Moi, j'ai pas lu j'ai pas lu les OK. sources historiques, mais je sais que à plusieurs reprises, j'ai lu et j'ai vu et expérimenté le transport dans une corne d'animal. Ah bon, Corne OK. de vache, exemple, que on évite ça avant là, pour que ce soit vide et ensuite on va remplir ça. Ça peut être de morceaux de charbon. Ça peut être. On avait essayé avec la sorte de champignon très dur qu'on trouve par ici. Le mot m'échappe. J'allais dire amadou, mais c'est pas ça. Ça, c'est pour allumer le feu. Cette sorte de champignon-là. Mais il y a le chaga aussi. Le Ouais. chaga, oui, c'est ça. C'est un champignon très dur et donc qui va garder la braise chaude. On l'avait essayé. On avait fait une tentative de transport d'une place à l'autre parce que je pense qu'il faisait froid ou un truc comme ça. Puis on avait décidé à brûle-pourpoint là, de transporter, puis on avait ça. Puis ça avait très bien fonctionné. Il faut faire attention. On ne peut pas juste mettre le feu dedans et rien faire. En fait, c'est pas vraiment le feu qu'on veut transporter, c'est la braise, puis garder la braise vivante, en fait. Puis, il faut faire attention parce que, c'est ça, la braise, elle peut devenir immense aussi, puis tu peux te retrouver à ne plus avoir de cornes. Donc, Oh là là. OK. mais une belle, ça fait une belle symbolique, hein? Mettre ça dans la corne, tu sais, la corne qui est reliée à l'abondance, puis transporter le feu dans une corne. J'avais jamais pensé à ça. Mais, ouais, c'est ça. Ah, c'est très rustique aussi. C'est pas rustique, mais c'est ancestral. Oui, ben oui. Si c'était pas une corne, il fallait que ce soit quelque chose qui était très dur quand même, puis qui soit durable, où il fallait refaire des contenants régulièrement aussi. Peut-être dans des pots d'argile aussi, ça pouvait fonctionner. C'est ça, argile remplie de matière qui garde la braise vivante. Puis toujours quelqu'un à la surveiller aussi. Donc, on se retrouvait à être gardien du feu. Disons que tu t'occupais que du feu quand tu l'avais avec toi, j'imagine très bien, parce que c'est ça. Comme on a dit, hein, le feu est un peu frivole, hein, il peut prendre feu encore plus rapidement ou juste partir assez rapidement si on n'en prend pas soin. Donc, c'est vraiment comme un enfant. Ah. Puis il y a aussi, j'imagine, comme dans les châteaux et ces anciens sites ancestrales ou quoi, ces sites ancestraux-là, avec la torche aussi, il y avait des personnes qui faisaient que ça, hein, dans les royautés, qui s'occupaient que du feu. Oui. Partout dans les... ouais. Ben même la fabrication de torches, tant qu'à moi, c'est quelque chose qu'il faut faire avec attention. Dans nos événements vikings, parfois, il y en a qui s'improvisent une torche, puis ça marche pas très bien. Je pense qu'il faut prendre soin, tu sais, pour que ça dure longtemps et tout ça. Tu peux pas t'improviser une torche. En tout cas, elle durera pas. C'est donc une torche qui va être durable et qui va être bien allumée puis faire une belle grande flamme pour voir quelque chose. Je pense que ça prend une certaine connaissance aussi à ce niveau-là.
Ah, Mm. Puis, ça me fait penser aussi, autant hein, on a le feu est important, mais il y a quelque chose qu'on vient à remarquer quand on fait, en tout cas, de la survie. Je me retrouve à parler pas mal de survie, mais c'est parce que le feu a vraiment une importance. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point c'est important. C'est super chouette d'avoir le feu. Dans le noir aussi, hein, on a moins peur. On est toutes proches du feu. Mais on vient à remarquer quand on regarde ailleurs que le feu, qu'on voit plus rien. Ça nous aveugle. oui. Je ne sais pas si tu avais remarqué, j'ai écrit une phrase, je pense que c'est la semaine passée, justement, dans Demoiselle étrange, mais je me rappelle plus où, justement, où est-ce que je disais que la lune hein, nous éclaire pour voir, puis le soleil hein, nous éblouit. Puis pour moi, le soleil, ben, c'est relié au feu, je veux pas. Puis c'est ça, c'est quand même éblouissant hein, quand on devient comme un dépendant dans la nuit du feu pour voir parce que ben, notre corps est fait pour voir dans le noir, veux pas. Mais ça lui prend un temps d'adaptation pour avoir sa vision nocturne. Donc, quand tu es proche du feu et tu regardes le feu dans la nuit, mais ça t'aveugle parce que ça n'as pas cette vision-là qui vient à prendre le dessus sur ton corps. Donc, c'est une des raisons pourquoi on ne voit rien quand on s'éloigne du feu. Ça prend environ 10 minutes s'habituer à retrouver sa vue nocturne. Nocturne. Mm-hmm. Ouais. On voit pas aussi bien que les chats, on s'entend, là, on n'est pas des chats. On peut quand même voir quelque chose. Mais c'est ça, fait que ça nous rend quand même dépendants. Je me rappelle d'avoir fait un exercice où est-ce que justement on devait être, il y avait des personnes autour du feu, puis les personnes qui surveillaient, on devait justement regarder ailleurs que le feu. On était carrément dos au feu pour surveiller dans le jeu s'il y a d'autres personnes qui venaient nous attaquer, genre. Ah, Des petits jeux de tribal comme ça, là, entre petites tribus durant la nuit. On se lançait des joysticks, c'est comme une bombe, tu sais. C'était très drôle. Mais moi, depuis tantôt, je vous parle de mon expérience de feu, mais toi, Kat, toi aussi, tu as une expérience à partager un peu dans ce sens-là. ouais, ok, oui. Ben, j'en ai comme deux, mais tu sais, juste pour te dire avant de parler de mon expérience que j'ai vécue avec le Témascal. Autrefois, j'ai habité dans quand même une assez vieille maison. Puis pour garder cette maison chaude là, il fallait que j'aille allumer le feu dans le poêle en bas. Puis dans la nuit, il fallait que j'aille aussi l'entretenir si je voulais pas qu'il soit éteint le lendemain matin. Fait que j'ai fait ça pendant au moins 2 ans, à me lever à toutes les nuits pour aller m'assurer, ben surtout l'hiver, là, on parle pas d'été, mais pour l'hiver, pour que mon fils aille suffisamment chaud, puis que moi aussi, puis qu'on gèle pas au lever du matin. Fait que j'ai entretenu un feu de maison, de foyer, de poêle à bois dans un sous-sol toutes les nuits d'hiver pendant 2 longues années. Wow. Fait que je sais que le feu, quand il est important, que tu sois fatigué ou pas, ou que tu sois malade ou pas, ou que ça te tente ou pas, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles l'entretenir. Sinon, s'il s'éteint, c'est à recommencer. Mais là, c'est plus facile, là. À cette heure, on peut quasiment allumer un feu en claquant les doigts. Mais c'est quand même de rallumer, de repartir un feu avec la braise pour être sûr que le feu soit bien là, puis qu'il puisse repartir et puis faire sa tâche de réchauffer les tuyaux, puis que ça circule dans la maison là, tu sais. Fait que j'ai cette expérience là que j'ai trouvé ardue au début, mais qu'à la fin, quand je me suis pas quand je me suis, mais quand j'ai déménagé.
Ouais. J'ai trouvé ça vraiment difficile de couper le lien avec le feu comme ça. Ah, C'est étrange, hein? Puis pourtant, je suis pas une fille de feu du ouais. tout. C'est pas le feu qui va, mon élément qui est mon élément préféré, disons. Je l'aime bien, le feu, là. Mais j'ai pas beaucoup d'affinité avec. Mais quand c'est venu le temps de changer d'habitation, ben j'avais plus cette tâche-là. Puis je trouvais ça tellement plate et triste de plus avoir ce contact-là avec le feu Mais l'air de que, rien, ouais, c'est que tu as ouais, créé aussi un lien avec le feu, mais le feu oui, qui doit réchauffer comme ça aussi, veux pas, c'est le cœur de la maison. ben c'est ça. Donc, Ouais, t'entretenais ce cœur-là, même si il y a des nuits que ça tentait pas de te lever, mais ça a dû être comme une question d'habitude, justement, pour t'habituer. Puis tu as sûrement la phase romantique au début que c'est joli, mais à un moment donné, t'es tanné, mais à un autre moment donné, ça fait partie de tes habitudes. Mais c'est ça, au-delà de ça, c'est ça le côté cœur de la maison, de mm, maintenir vivant. ouais. Je trouve ça très beau. Puis tu dis ça, puis en même temps, dans la médecine chinoise, euh, la médecine du feu, c'est la médecine du cœur. Ouais, Ouais. Fait que j'aime ça que tu t'amènes ces propos-là. Ben oui, c'était le cœur de la maison, effectivement. mm, C'est ce qui faisait vivre aussi tout autour, toutes les activités, la cuisine aussi, là, tu sais. Puis quand je bricolais ou que je faisais de la peinture ou que je dessinais ou je donnais des cours, ben il fallait que la maison soit chaude. oui, Donc exactement. c'était c'était particulier. J'avais une responsabilité d'entretenir le feu. Donc, de le garder allumé, puis de garder la flamme allumée finalement. Ouais, Mm. ça me fait penser à un film que je t'avais déjà parlé. Je sais pas si tu l'as vu depuis. Mais peut-être qu'il y en a, certains auditeurs et auditrices ont peut-être déjà vu. C'est quand même un film qui date, mais qui est encore aussi magnifique à regarder. Donc, la personne qui fait ces films s'appelle Monsieur Hayao Miyazaki. Et le film dont je parle est Le Château ambulant. Et donc, c'est ça, dans ce château ambulant, ce qui fait que la maison est portée par de la magie, c'est un petit feu calcifère qui donne le pouvoir magique à la maison. Et c'est ça. Il est comme... ouais, c'est ça, c'est le cœur de la maison. Puis, en tout cas, c'est un film magnifique qui est autour de la magie. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez imaginer Kat un petit peu à travers. À travers moi, à travers. Oui, vous allez avoir une petite pensée pour Kat là, et notre émission de ce soir. Ouais, ben tu sais, j'avais aussi un enfant de bas âge, j'étais toute seule, Mm. monoparentale et tout ça, et j'étais très brave dans ce temps-là. Mais oui, Donc c'était des belles années, mais je suis très contente de pouvoir avoir un feu un petit peu plus facilement aujourd'hui, disons. oui, clairement, clairement. Mais ouais. Puis ben ça peut peut-être en venir aussi à mon expérience que je voulais te partager, Oui, que je voulais vous partager. Il y a quelques semaines de cela, j'ai participé à une expérience assez extraordinaire qui était de vivre un témascal. Un témascal, ça se trouve être une tente de sudation, mais dans le coin du Mexique ou les Mayas, en tout cas, tu sais, un petit peu autour du Mexique. Puis dans le Mexique aussi. Puis c'est une femme qui a apporté cette médecine-là avec elle parce qu'elle a habité quelque temps là-bas et elle offre de l'expérience du Témascal au Québec. Ça se trouve être une tente qui est faite avec
une armature, une base avec du bois et on met des couvertures par-dessus pour qu'on voit vraiment rien à l'intérieur pour qu'il fasse vraiment noir. Puis il y a un certain trou dans la terre aussi au centre de cette tente-là. Qui a de l'air plus comme d'un igloo, je pourrais dire. Un igloo, tu sais, c'est pas très haut, c'est pas très gros, mais on peut pas être debout dedans. Il faut rester soit accroupi ou assise ou à genoux. Puis, il y a un trou dans le centre, puis le trou, ben, il est fait pour accueillir des pierres. Puis ces pierres-là, ben, effectivement, c'est les pierres chaudes pour faire la sudation avec quand il y a de l'eau qui est jetée sur les pierres. Donc, c'est assez particulier comme... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est assez particulier comme expérience parce que, en plus d'être un événement rituel, c'est aussi très introspectif parce qu'on se retrouve avec le centre de la terre, le feu aussi qui est déposé sur la terre, fait une chaleur exponentielle avec l'eau qui est jetée sur les pierres très très chaudes qui étaient auparavant dans un feu qui a été entretenu plusieurs heures avant. Donc une personne vient porter les pierres avec un outil et sans entrer dans la tente, dans le témascal, il dépose les pierres dans le centre et là la personne le célébrant accueille les pierres très chaudes avec humilité, comme avec beaucoup de comment je pourrais exprimer ça, hey là là, j'aimerais ça trouver le vrai mot, mais c'est comme un peu une forme de respect, une forme de contrôle aussi. Ça a tout un aspect spirituel assez profond, je te dirais. C'est assez c'est intense. C'est très intense. Ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Puis c'est ça, quand ils déposent les pierres, ben il y a une certaine médecine qui se trouve être des encens, des résines soit de sapin, de boswellia ou ben des résines particulières qui sont déterminées pour être brûlées sur chaque pierre qui va servir d'outil de purification, si on peut dire. Wow. Donc, c'est ça. Puis après ça, il y a l'eau qui est jetée, mais c'est des macérations de plantes particulières avec des propriétés particulières, des vertus particulières pour chaque porte qui va être faite. Parce qu'il y a quand même 4 portes qui sont les éléments, finalement, les 4 directions. Donc, il y a 4 étapes différentes que l'on vit à l'intérieur de cette tente-là. Et puis le feu est vraiment l'élément primordial de ce rite qui est vraiment extraordinaire, très 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 difficile aussi à la fois de supporter une telle chaleur avec l'humidité quand l'eau s'évapore et tout. Donc ça fait très ancestral, ça fait très tribal. Et puis, c'est ça, il y a des chants, il y a du tambour. C'est un petit peu difficile à décrire toute la beauté autour de ça parce que il faut le vivre pour vraiment sentir l'effet bénéfique de tout ça. Mais tout le monde sait que de prendre un bon sauna, ça fait du bien au corps et que ça purifie. Mais là, c'est dans un environnement sacré. C'est dans un lieu qui est assez primal, je pourrais dire. Ouais. Même si c'est dans une époque puis une ère, dans l'ère des 2000 qu'on est rendu, mais ça perdure dans le temps comme médecine. Donc, c'est cela. Je suis très honorée d'avoir vécu cette expérience. Et tu sais, je pourrais en dire le plus long, là, je pourrais en parler encore pendant 20 minutes, une demi-heure, mais c'est pas mal un résumé, le meilleur résumé que je peux faire, Maggie, pour te parler de mon expérience Ben ouais. avec le feu.
Le feu de la Le terre. feu, oui, c'est ça, le feu de la terre, hein, ça me rappelle l'espace que tu décris, ça me rappelle un petit peu, je pense que c'est à élémentaire, justement, où est-ce que j'avais parlé du tissage et l'endroit où est-ce que les femmes tissaient quand il y avait un aspect magique. Donc, le côté un peu maternel de la terre, hein, d'être à l'intérieur et tout proche de la terre, Mhm. être, tu sais, c'est être entre deux mondes. Puis, ouais, il y a ça Tout à fait. que ça me rappelle. Puis, que tu parles de tous ces, en fait, de toutes ces attentions-là, que même l'eau qui est jetée sur les pierres ont été macérées, ont été, tu sais, ont été travaillées. Donc, ça va jusqu'à la plante qui a été cueillie Oui, pour faire la macération et ensuite parce que c'est destiné à ça, à un certain moment dans un rite. Puis tu parlais aussi de résine et tout ça. Donc, je pense que même les pierres, en quelque part, doivent être choisies et doivent être réutilisées pour ce rite-là en particulier. Ça ne m'étonnerait pas que ça aille oui. aussi loin que ça. Et ouais. Je sais pas. En passant, Oui. excuse-moi, vas-y. Ben, je voulais juste dire que de toute façon, en passant, tu sais, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'eau, mais il y a aussi l'air, parce que quand c'est le temps de changer tu sais, il y a une période hein, pour chaque direction, puis quand, mettons, la direction de l'Est est terminée, ben d'ouvrir la petite porte pour avoir de l'air, Mm. pour respirer, pour faire changer l'air. Puis on a tous hâte à ça. Fait que tous les quatre éléments sont quand même tous là, malgré que c'est le feu qui domine, là, tu sais. C'est Ah ça que oui. je voulais dire. Ben, tu Ouais. sais, comme les macérations, puis l'eau, les résines, hein, Mm. dû les respirer, tu sais, aussi. Très. Fait que Oui. ça venait, tu sentais que ça rentrait dans ton corps, tu sais, fait que les plantes, les résines sont passées par l'élément air pour aller vers toi, par l'eau aussi, veux pas, parce qu'avec la sueur et tout ça, mais ah oui, clairement. L'élément air, Mm. je trouve ça bien que tu en parles parce qu'on a tendance des fois à l'oublier un peu, tu sais, il est comme timide, sauf quand il est en tornade. Ouais. On le prenait pour acquis, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme contrairement au feu, tu sais, l'air, tu sais, nous, on respire, puis on n'a pas le choix de respirer, l'air fait partie de nous, tu sais. Tandis que le feu a quelque chose de fascinant parce qu'il danse tout seul, on dirait un petit esprit, tu sais, quand il est enflammé, quand il est devant nous. Donc, ouais, il ne faut pas négliger cet élément air. Non, du tout. Mm. Il me semble que ça me faisait penser à autre chose. Mais oui, c'est ça, je voulais savoir. Donc, le Temazcal, c'est une tradition autochtone? Oui. Ben, mexicain, voyons, j'ai de la misère avec les régions, là, mais oui, c'est quelque chose du Mexique. Du Mexique. Ça OK, vient, c'est ça. ouais, ouais. Je me demandais parce que, ouais, c'est ça, j'étais là, me semble que ça me dit rien, Temazcal, tu l'as sûrement dit au début, là, moi et ma mémoire. Mais c'est ça, c'est un des types de rites aussi qu'on retrouve dans plusieurs communautés. Même ici, je pense, Mm. au niveau autochtone, mais plus au Québec. Je sais pas, c'est peut-être la, la, la raison de faire le rite qui est différente. Je sais qu'ici, il y avait un côté purification, puis que c'était destiné aux hommes. Oui, tout à fait. Ouais, je sais pas si c'était le même but avec le Temazcal. C'est Non, non, aussi? c'est pour tous, là. C'est vraiment hommes et femmes. OK, OK. Ouais. Mais c'est une purification aussi ou c'est un... Oui, c'est une purification, c'est pour nettoyer, surtout, il parle de nettoyer l'aura.
Et OK. puis de se reconnecter, c'est de refaire, dans le fond, une renaissance. Une renaissance avec la terre, là. C'est de se reconnecter vraiment à la terre et au feu pour pouvoir renaître comme dans le ventre, comme tu disais si bien tantôt, dans le ventre de la mère, là, de la mère terre, pour Oui. pouvoir sortir de là, d'avoir une expérience comme de faire un renouveau, d'aller vers un autre élan, puis de vraiment faire une purification, un nettoyage. Ah, Mm. c'est super. Ah oui, c'est ça. Je Ouais. me demandais, c'était un peu comme ici. Puis là, tu sais, je peux pas parler pour toutes les communautés, mais c'est ça. Euh, Au Québec, de ce que j'ai entendu, ça a été pourquoi aussi, c'est une expérience que j'ai toujours eu envie d'expérimenter, mais la croyance au Québec, en tout cas dans les communautés que je connais, c'est que c'est destiné aux hommes parce que c'est une purification, en fait. Et au niveau des femmes, on vit cette purification-là à tous les mois déjà. Donc, on n'a pas besoin de faire ce rite de purification-là. C'est la raison pourquoi elle était destinée qu'aux hommes. Donc, j'étais curieuse au niveau du temazcal parce que c'est une expérience que j'ai envie de vivre, mais j'avais envie aussi de respecter la tradition. Tu sais, j'en ai pas de besoin. Tu sais, enfin, je n'irai pas le faire Ouais. juste pour le plaisir. Mais là, c'est ça. C'est l'idée derrière le temazcal est un peu différente, aussi en lien avec une connexion avec la terre. Fait que ça m'interpelle beaucoup. Il va falloir qu'on se Ouais. parle après l'émission. D'accord. Donc, on arrive déjà au terme de notre première heure. Je vais vous présenter les deux pièces que j'ai choisies pour vous. Puis, on va se reparler tout de suite après. Donc, la première pièce se nomme The Flame That Burns en fait, c'est un duo, Isabel Campbell et Mark Lanegan. Mark Lanegan, qui est un artiste que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par Mon cher et tendre. Et donc, j'ai découvert un peu sa discographie à Monsieur Lanegan, que je trouvais vraiment belle. Et donc, j'avais envie de vous présenter cet artiste et cette pièce, et en plus, qui parle du feu qui brûle. On est vraiment dans le thème. Et la deuxième pièce est une pièce sans parole qui a été composée par J.J. Johansson. C'est un artiste que j'ai découvert quand j'avais envie de découvrir d'autres types de musique qui ressemblent un peu à Portishead, qui font du trip-hop. Et j'avais envie de découvrir d'autres artistes qui étaient dans cette veine de musique-là. Et je suis tombée sur Monsieur Johansson, que j'adore. Donc, je vous partage The Girl with the Sun in Her Eyes, la fille, la femme avec le soleil dans les yeux, encore de circonstances. Donc, voilà, on se retrouve après ces deux pièces. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonsoir, bonjour et re-bienvenue dans la deuxième heure pour l'Observatoire en Scorpion, où est-ce qu'on visite l'élément feu comme dernière émission avec vous. En cette journée d'après-solstice, on est le 22 juin, donc les célébrations viennent d'être passées. On va continuer cette deuxième heure. J'ai une petite lecture pour vous, fidèle à mon habitude. Je vous en trouve toujours au moins une. Laissez-moi le retrouver. Et donc, on va parler de l'origine du feu en Amérique du Nord. Donc, ça va comme suit. Les Navajos, tribu indienne du Nouveau-Mexique, racontent que leurs premiers ancêtres, 6 hommes et 6 femmes, sortirent de terre au milieu d'un lac qui est dans la vallée de Montezuma.
Dans leur ascension à travers le sol, ils étaient précédés par la sauterelle et le blaireau. En fait, en arrivant à la surface du sol, ils trouvèrent les mêmes animaux précisément que ceux qui l'habitent maintenant, sauf le daim et l'élan qui n'avaient pas encore été créés. Bien plus, les animaux étaient, dans une certaine mesure, mieux lotis que les hommes, car ils possédaient le feu, alors que les hommes et les femmes n'en avaient pas. Mais parmi les animaux, le coyote, la chauve-souris et l'écureuil étaient les amis particuliers des Navajos, et ils se mirent d'accord pour s'aider les uns les autres à leur procurer du feu. Aussi, comme les autres animaux jouaient au jeu du mocassin ou du soulier près d'un feu, le coyote se rendit au terrain de jeu avec quelques éclats de pain résineux attachés à la queue. Et tandis que l'attention des animaux était absorbée par le jeu, il traversa le feu en courant, de sorte que des éclats de pain s'allumèrent. Il s'enfuit alors à la course, poursuivi par tous les autres animaux. Et quand il fut là, comme il avait été convenu auparavant, la chauve-souris le soulagea en reprenant le feu et la course. Volant de ci de là et tournant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, la chauve-souris échappa quelque temps à ceux qui la poursuivaient, et quand il lui fallut enfin s'abattre, elle remit le feu à l'écureuil qui, grâce à son agilité et à son endurance extrême, réussit à apporter aux Navajos le feu intact. Donc, ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. J'en ai lu plusieurs qui parlaient justement, oui, de cet aspect-là, que c'était les animaux qui avaient le feu et non les humains, et que certains animaux, le coyote revient souvent, et l'écureuil, la chauve-souris, c'était la première fois, peut-être parce que c'est une légende des Navajos, mais qui sont souvent des compères pour aller chercher le feu et le donner aux humains. Et oui, c'est super intéressant. Et donc, ça me fait penser, Kat, toi, quel animal pour toi représente le feu? Si on parle des animaux de l'Amérique du Nord, je te dirais peut-être plus le renard. Mm-hmm. Avec Mhm. avec son pelage, justement, orangé, flamboyant. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Sinon, je sais que je ne sais pas si c'est vraiment l'oiseau, la rapace, voyons, le faucon pèlerin. Je suis pas sûre si c'est bien cet oiseau-là, mais il y a un oiseau qui va chercher des brindilles ou du feu par brindille, puis qui transporte le feu. Puis si, mettons, il veut faire sortir les petits animaux pour faire une chasse, ben je sais qu'il y a un certain oiseau, une rapace particulière ici en Amérique, qui a l'intelligence de mettre le feu, mettons, dans un champ ou dans des herbes hautes pour faire sortir les animaux de là pour pouvoir les chasser. Pour vrai? Puis ça, ouais, mais je Wow. sais pas c'est lequel. Je suis pas sûre si c'est pas une pigargue ou peut-être plus. Je pense pas que ce soit la pigargue. Je pense vraiment que c'est comme une petite buse ou quelque chose comme ça là. OK. Fait Wow. que ouais. Fait que je crois que c'est soit un faucon qui pourrait représenter le feu pour moi ou le renard. Mm-hmm. Le renard, Toi? il y a quelque chose, je te dirais, moi aussi, d'un premier abord, il y a le renard. Parce que, ben, c'est ça, c'est sûr, il y a son pelage, mais il y a une histoire par rapport à l'aurore boréale aussi. Que c'est le renard qui représente, qui porte, parce que, en fait, il y a une belle histoire sur YouTube qu'on peut retrouver assez facilement. Ça s'appelle Foxfire, je pense. Et justement, c'est que le Grand Esprit offre une constellation
à tous les animaux de la forêt dans le ciel pour l'aider à illuminer la nuit. Mais quand il arrive au renard, ben le renard s'aperçoit qu'il ne reste plus de constellations dans le ciel. Et le grand esprit lui dit, mais il dit peut-être que pour toi, c'est pas une constellation, tu sais. Et le renard commence à s'envoler dans le ciel et s'aperçoit que derrière sa queue, quand il gambade, ça crée des aurores boréales. Donc, oui, c'est magnifique. Donc, Oui. le renard a quelque chose de particulier dans ce sens-là parce qu'on pourrait très bien se dire, en tout cas, quand on regarde les aurores boréales, que c'est un peu comme un feu de ciel, en quelque part. Et sûrement que nos ancêtres, c'est cette impression-là qu'ils avaient aussi en regardant les aurores. Wow. Ouais, fait que clairement, le renard. Sinon, un animal qui représente le feu, ben un animal fantastique, veut pas, hein, le phénix, Oui. qui a une belle symbolique aussi de renaissance. Donc, c'est un animal, veut pas, c'est ça, qui se colle très bien à l'élément feu. On pourrait penser aux dragons aussi, si on continue fantastique, hein, avec ceux qui crachent le feu ou que des histoires aussi que les œufs doivent être conservés dans une très grande chaleur et tout ça. Ça me rappelle encore un film, hein, Draco. Ah mon Dieu, j'ai-tu pleuré sur ce film qui est magnifique, hein, puis qui se termine justement en constellation du dragon aussi. Désolée pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais c'est pas la fin, là, c'est en tout cas c'est le résultat de la fin. On pourrait dire ça comme ça. Qu'on n'en révélera pas plus, mais ouais, c'est ça. L'élément feu est relié beaucoup à des animaux fantastiques, je veux pas, hein, encore plus que peut-être que les autres éléments, là, je dis ça comme ça, peut-être que je me trompe, là, on saura sur sur le chat ce que les auditeurs en pensent. Mais ouais, pour moi, il y a tous ces animaux-là. Puis, c'est ça. Donc, Tu sais, Maggie? Oui. J'ai regardé, puis finalement, je me suis bourrée. C'est pas au Québec, c'est pas en Amérique, c'est en Australie. Que quand il y a des incendies, ben c'est le milan noir, le milan siffleur et le faucon brun. C'est ça. Je savais qu'il y avait un faucon qui prélève des brindilles incandescentes, puis qui vont larguer ça dans des hautes herbes pour chasser. Voilà. Ah, belle. Donc, je vais sauter sur l'occasion. Écoute, parce que là, tu parles de l'Australie et l'Australie détient quelque chose de particulier. Attends, je vais m'assurer. Oui, c'est bien là. Mais avant de parler de l'Australie, on va parler de l'Amérique. Juste pour le fun, pour faire patienter les gens. Mais c'est le même sujet. En fait, j'ai appris dernièrement que sur notre belle planète, nous avons des feux éternels naturels. Et je voulais vous parler de 2 endroits. Donc, il y en a un qui est aux États-Unis, dans l'État de New York. C'est lui qui a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Donc, une petite flamme éternelle dans l'État de New York. Ça s'appelle la chute de la flamme éternelle de Chestnut Ridge Park. Donc, c'est à Chestnut Ridge Park. Et en fait, ils pensent que c'est comme c'est des gaz naturels. Il y a comme un gros amas de gaz naturel en dessous de ça. Et il y a une petite fuite qui a été allumée de manière naturelle, peut-être un orage ou un truc comme ça. Mais c'est dans une chute. Donc, la flamme, elle est petite, puis elle est dans une espèce de petite cavité rocheuse. Puis il y a une petite chute qui tombe au-dessus. Et donc, c'est ça, mais elle a été... mais probablement à cause de l'eau,
Puis peut-être des changements aussi, parce qu'il y a quand même de la neige un peu dans l'État de New York. La flamme, elle vient à s'éteindre de temps à autre, mais il y a des gardiens qui vont la rallumer, justement pour le plaisir de tous. Mais, donc, elle, c'est ça, elle est dure à rester un peu allumée, là, elle est dans une chute. Mais il y en a une autre, la plus ancienne, en fait, parce qu'il y en a plus qu'une, mais je voulais pas vous étaler là, tous les endroits, mais je voulais vous parler de la plus ancienne qui est en Australie, justement. Sur une colline connue sous le nom de la montagne brûlante. Donc, c'est très thématique comme nom, et les scientifiques estiment que ces flammes brûlent depuis 6000 ans. Ce serait des flammes qui sont allumées sur une veine de charbon, en fait, contrairement à l'autre endroit que c'est un gaz naturel. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et à cet endroit-là, c'est plus qu'une flamme. Tu en as plusieurs, sûrement qui parcourent la veine aussi. Donc, assez impressionnant. 6000 ans quand même. Donc, on comprend que quand on habite, quand notre communauté habite proche d'un espace comme ça doit être assez impressionnant et clairement qu'on vient à penser que cet espace-là est sacré, ou en tout cas, on le rend sacré pour honorer cet élément-là, veux pas. Puis, par le fait même, on n'a pas besoin de savoir comment faire du feu. Il y en a pas moins tout le temps. Donc, ouais, ce serait super intéressant au niveau anthropologique de voir si les gens, si ça, des communautés autour savent faire le feu quand même. Mais je dis ça un peu en riant là, pour faire du pouce un peu sur la première heure, mais bon, c'est ça. On parle de flammes éternelles naturelles, mais il y a aussi des flammes éternelles qui ne sont pas naturelles. Puis tu as une espèce d'entre-deux. Donc, il y a des flammes éternelles qui ont été allumées par les humains dans des endroits où est-ce qu'on fait des cérémonies, dans des temples, où est-ce qu'on va maintenir des feux qui vont devenir sacrés pour illuminer et honorer les dieux, pour pouvoir aussi brûler les encens ou faire des offrandes, ce genre de choses-là. Donc, il y a plusieurs endroits sur la planète où est-ce que des feux ont été entretenus et qui le sont peut-être encore. Je n'ai pas fait la recherche si c'était encore le cas, mais ça ne m'étonnerait pas que, en demandant à Madame Google, que probablement qu'il y a des espaces comme ça qu'on pourrait retrouver assez facilement et parler. Mais j'avais envie de vous parler d'une recherche que j'ai faite parce que, bon, je ne le retrouve pas, ce petit livre-là, mais j'ai un petit livre sur l'élément feu. Je pense que ça fait partie d'un livre plus imposant qui a été écrit par Manly P. Hall, puis donc il a abordé le sujet du feu. Et en lisant ce petit livre-là, c'était un tout petit livre, mais mon Dieu, qui était révélateur. J'ai appris plein de choses en le lisant. Donc, en me rappelant que j'ai ça dans ma bibliothèque quelque part, ça me donne envie de le retrouver et de me replonger dedans. Mais il parlait justement des flammes éternelles. Et ils ont parlé d'une matière où est-ce que la flamme flambe tout le temps, apparemment, que nous aurions une matière qui fait ça. Et c'est un livre écrit en anglais et il a nommé le mot asbestos. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais ici au Québec, on a une ville ou un village qui s'appelle Asbestos. Et donc, je me suis renseignée, c'est quoi? Et en fait, Asbestos, c'est à cet endroit-là, il y a une mine d'amiante. Et j'ai tout de suite fait le lien. Asbestos veut dire amiante dans une autre langue. Et donc, ce serait cette matière-là. J'avais fait des recherches un peu plus poussées et c'est l'amiante qui, quand on la fait flamber, reste allumée super longtemps. Donc, j'ai comme un peu trouvé la matière. Mais bon, je ne sais pas
pour le restant du monde, mais ici au Québec, on s'est servi beaucoup de l'amiante dans les maisons pour comprendre avec les années que les personnes qui travaillaient dans ces mines-là devenaient très malades et que ça rendait malades les gens dans les maisons qui avaient de l'amiante. Donc, c'est rendu quelque chose qu'on ne peut plus avoir dans nos maisons parce que je pense que c'était un super isolant. Est-ce que c'était ça, hein? Puis, mais super nocif pour nous. La poussière, je pense surtout qu'elle dégage, si je ne me trompe pas. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Donc, c'est une matière qui a apporté une certaine magie à un certain moment. En tout cas, cette connaissance-là existe encore. Mais ici, ça a été banni de nos maisons. Il a fallu... Beaucoup de gens ont dû rénover leur maison pour enlever l'amiante qui les rendait malades carrément. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est un petit peu de notre vécu québécois. Puis, c'est ça me faisait drôle de lire ça un peu, puis de voir qu'ici au Québec, ça a quand même été un événement. Là. Si on parle à nos grands-parents de l'amiante, ils savent tout de suite de quoi qu'on parle. Tu sais. Mm-hmm. J'imagine que c'est un peu comme les endroits où est-ce qu'on faisait les allumettes anciennement. Hein, il y avait des matières nocives. Et je me rappelle d'un événement qui s'appelait par rapport aux allumettières. Et justement, c'était des femmes qui avaient demandé à avoir des meilleures conditions de travail, justement parce qu'il y avait une maladie reliée à ce qu'elles utilisaient pour fabriquer les allumettes. Donc, on est toujours dans le thème du feu. OK. C'est quoi? Est-ce que c'était le soufre? Non? Ça se pourrait que ce soit le soufre. La matière m'échappe, mais ça se pourrait. Okay. Il y avait vraiment une maladie avec un nom relié à la maladie que ça provoquait et les femmes perdaient, les mains devenaient vraiment toutes tordues, perdaient leurs dents. C'était vraiment terrible là, comme situation de travail. Oui. Les femmes en mouraient. Puis pourquoi c'était des femmes qui travaillaient là? Mais c'est parce que ça se passait dans le temps de la guerre, hein, quand les femmes ont commencé à travailler dans des usines et tout ça. Donc, ça a été des périodes pas évidentes au niveau du travail et du respect de la personne. Hein. Donc, ça fait... le travail des allumettes fait partie de cette révolution industrielle-là, révolution des travailleurs aussi. Et l'amiante aussi, par le fait même, aussi, c'est arrivé. Bien, je suis contente de le savoir. C'était quelque chose qui m'était complètement inconnu. Merci pour cette source d'information. Ben oui, source de... plein d'histoires. Quand que je fais des recherches, je sais pas, c'est parce que je suis passionnée d'histoire, mais je tombe souvent sur de l'histoire comme ça qui rend... Ben c'est ça, j'imagine que les énergies aiment bien me raconter des histoires parce que j'aime me faire raconter des histoires. Là, je parle des histoires, là, pas me faire raconter n'importe quoi. Mais, ouais, donc, c'est ça. Où est-ce que j'en étais? Je voulais revenir aussi sur un artisan en particulier, hein, la forge, le forgeron. Parce qu'il y a bien des choses à dire sur ce thème. Notamment qui travaillait très près de l'élément feu. C'était même un artisan qui était craint. Je suis tombée sur un forum de forgerons où est-ce qu'il partageait certaines petites histoires intéressantes, notamment aussi au niveau même historique encore. Les gens se sont aperçus dans les moments de peste que les forgerons attrapaient rarement la peste. Et donc, on pourrait penser que c'est à cause de la chaleur puis du fait que les gens restaient pas très, très longtemps, quand on sait comment que les maladies se donnent maintenant. Mais les gens pensaient que le forgeron, avec son feu, a toujours travaillé avec le feu, mais qui pactisait probablement avec le diable pour ne pas tomber malade. Et donc, il y avait une crainte par rapport au forgeron.
Et j'ai même lu que le forgeron pouvait, je ne sais pas si c'était vraiment ça ou que les gens ont raconté des histoires, mais apparemment que le sens de l'enclume dans la forge pouvait attirer les bonnes grâces des énergies, ou au contraire, s'il tournait dans un certain sens, il pouvait envoyer des mauvais sorts aux gens. Il y a même eu des histoires comme de quoi que c'est ça, le forgeron aurait tourné une enclume dans une direction X et devant la personne se mettait à tourner son marteau dans les airs, imaginez avec le feu de forge derrière lui et la chaleur et tout ça. Ça devait être assez épeurant. Mmh. Donc, il y a quelque chose de très, de petit, d'un peu démoniaque dans tout ça. Et donc, on peut comprendre qu'il y a eu des histoires reliées au forgeron et au feu de l'enfer et à ses pactes avec le diable. Mais contrairement à la sorcière, le forgeron était quand même toléré parce que il était le seul à pouvoir réparer les outils d'agriculture, pouvoir aussi le forgeron avec le temps aussi avec les chevaux hein, qui a commencé que les riches personnages commençaient à avoir chez eux. Et après ça, ça a été devenu plus commun. Mais quand même, le forgeron, veut pas, savait faire les fameux fers à cheval. Il fallait les poser. Donc, souvent, le forgeron devenait aussi maréchal ferrant par le fait même. Mhm. Puis encore là, on parle du fer à cheval. Ben, c'était un symbole de chance à avoir au-dessus de sa porte. Donc, puis au niveau de mes lectures, encore au niveau historique, souvent l'enclume, c'était elle qui était installée et ensuite les villages se bâtissaient autour de l'enclume parce que c'était un élément important qu'on apportait quand on voulait coloniser ou aller habiter dans un nouvel espace. C'était l'enclume qui permettait aux gens de pouvoir fabriquer leurs outils, réparer leurs outils, puis pouvoir avoir, c'est ça, tous les besoins en métal qui se retrouvaient autour de l'enclume. C'est comme l'élément de base qui était important à avoir pour considérer avoir une forge, en dehors du marteau, évidemment. Mais donc, c'est ça. Souvent, les villages étaient bâtis autour de l'enclume et avec les mauvaises histoires qu'on pouvait raconter sur le forgeron, mais le forgeron, lui, qui avait souvent besoin de bois ou de charbon, mais le charbon, il fallait le payer, se retrouvait souvent à aller habiter un peu à l'extérieur du village, proche des forêts, à cause de son besoin en bois. Pour maintenir la forge aussi vivante. Donc, ça aussi, ça pouvait être une source de ragot. En même temps, le forgeron veut la paix, mais en même temps, le fait qu'il aille habiter un petit peu plus loin, entre le village et la sorcière, hein? Mhm. ça l'alimente quand même les discussions dans le village. Hmm. C'est intéressant tout ça. Oui, quand même. Puis, je trouve que l'histoire du forgeron a quelque chose aussi, a un lien. J'ai lu une histoire, un roman inspiré de faits, inspiré historiquement, là, peut-être pas les personnages en tant que tels, mais que c'était un peu le même genre d'histoire, mais avec les croque-morts, les personnes ou les bourreaux aussi. Les gens avaient très peur de ces personnes-là, mais là, eux autres, ils coupaient net le feu interne des personnes, disons-le comme ça. Mais ouais, c'est ça, t'as des métiers comme ça qui étaient source de mythes et de légendes de toutes sortes. Hmm.
Est-ce que tu as des rites autour du feu que tu fais ou encore, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as fait au solstice, vu qu'on parle, on parle du futur, mais qu'on sera dans le passé quand les gens auront écouté? Ah c'est une bonne question parce que probablement que je vais faire, c'est la seconde fois que je vais faire ça. J'ai mon hôtel chez moi, c'est quand même tu sais, c'est un meuble, mais mon lieu vraiment sacré sur mon hôtel, ça se trouve être une ardoise. Fait que quand même qu'il y aurait plein de choses sur, je dis mon hôtel, mais il y a jamais rien sur mon ardoise parce que c'est mon ardoise et c'est un lieu où ce que je crée mes rituels puis tout ça. Donc je vais sûrement aller la porter à l'extérieur pour la charger de chaleur et de soleil. Ça va être mon activité principale personnelle pour ma pratique à moi. Je vais aller charger mon ardoise de la lumière solaire du solstice. Puis je vais vraiment aussi m'assurer de regarder sur mon calendrier biodynamique à quelle heure va être le solstice ici en Amérique du Nord exactement pour que mon ardoise soit bien à la vue du soleil pour la charger d'énergie solaire. Ouais, ça va être la première activité solstice d'été que je vais faire. Parce que le lieu où ce que je suis, je peux pas vraiment faire de feu, mais je peux quand même capter le feu du soleil dans la roche et pour pouvoir l'apporter chez moi et être chargé pour un bon nombre de mois. Ah, c'est super ça. Oui. Et toi, Maggie, est-ce Qu'est-ce qu'il y a que je quelque vais chose de faire? particulier? Oui, je vais, la journée du solstice, je vais me réveiller avant le soleil et regarder le lever du soleil. Probablement que je vais danser. Probable que c'est ça, que je vais apporter des choses dehors ou que je vais donner des offrandes. Je n'ai pas encore décidé. Ça se décide souvent dans les 2, 3 jours avant, là, quand je me mets vraiment dans l'esprit de la célébration. Mais ça, c'était quelque chose que je m'étais dit déjà que j'allais faire. C'est comme si j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, ce sera d'être là au lever. Puis à l'heure du coucher du soleil aussi, je vais être là à le regarder se coucher. Donc, je vais être dans une observation de la journée la plus longue. Et j'avais jamais fait ça avant au solstice, de regarder la lumière. Ben, c'est ça, le soleil se lever, se coucher. Mais j'ai eu cette idée-là suite à des conférences que j'avais écoutées par Vanessa Lavallée. Pour les personnes qui suivent justement Radio Antasia, Vanessa, elle est souvent invitée dans les émissions de la radio pour son expertise au niveau historique, très pertinente toujours par rapport à la magie, à la sorcellerie et tout ça. Et donc, elle offre des conférences vraiment pas chères, toujours hyper intéressantes. On apprend beaucoup en l'écoutant. Elle a accumulé beaucoup de connaissances, Vanessa, au travers de ses voyages et c'est ça, de ses études universitaires. Donc, selon moi, elle est une référence. Puis d'ailleurs, je pense qu'elle sort un livre cet automne. Je l'ai déjà précommandé pour dire, hein, je suis fan. Je suis fan de Vanessa, mais c'est une amie aussi. Donc, ouais, mais c'est ça. Mais dans une de ses conférences, elle parlait justement que le pouvoir des femmes, le pouvoir féminin, était souvent relié au niveau des divinités, pas juste de sorcellerie, de sorcière, mais au niveau des divinités aussi. Il y avait un pouvoir, une énergie qui était attribuée à la femme au lever et au coucher du soleil. Beaucoup. Wow.
Donc, j'avais envie d'honorer ce savoir-là qui m'a été offert par Vanessa et donc de le faire vivre un peu à ma manière. Donc, c'est la chose que je vais faire de base. Si je fais rien d'autre, ça va être au moins ça. Puis ouais, je me disais que j'allais sûrement mettre, c'est ça, une robe et danser pendant ce moment-là. Donc, c'est le minimum que je vais faire, certainement. Wow, c'est le fun, ça. Oui. Ça donne le goût même, ça donne le goût, tu sais, de se lever avec le soleil, qui se lève très, très tôt d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il va falloir que je regarde là, à quelle heure qu'il se lève. Mais déjà, chez moi, je mets pas... je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup dormir dans le noir, mais moi, j'adore me lever, me réveiller avec la clarté. Puis, en fait, je dors quand même s'il fait clair dans ma chambre. Mais ça a été quelque chose, ça a été une discussion avec, avec ma tendre moitié. De faire, ouais, moi, je dors dans le noir. Ah, moi, je dors avec la clarté du soleil quand c'est là, tu sais. J'aime tellement l'été que, tu sais, c'est ça, même cette clarté-là me dérange pas, puis elle me fait plaisir quand je me lève, tu sais. Comparativement à l'hiver où est-ce qu'à un moment donné, je me trouve verte, genre de manque de soleil. À me réveiller puis qu'il fasse noir puis que je finis de travailler puis il fait noir, c'est ça devient déprimant. Donc, je profite de l'exact contraire. J'en profite vraiment à fond. Disons-le comme ça. Fait que, L'heure du lever de soleil, je viens de vérifier, il va être à 4h50. Le 20. 4h50. Le 20? Ouais, Ah, ouais, parfait. ouais. Fait que je vais être debout à ce moment-là. Bon, c'est le 20, donc ce sera le jeudi. J'avais espoir que ce soit le vendredi, mais on fera ça jeudi. Il n'y a pas de problème. Je me semble que c'est vendredi, puis j'ai congé. Ouais. Puis là, nous, on parle en effet de cause Mhm. parce que l'émission est en différé, bien sûr, hein? Oui, c'est ça. Donc, on parle du futur passé, là. C'est un peu mêlant. Ouais, c'est ça. Il y Ouais. a, Puis, ça me fait penser, on parle du solstice, c'est un rite qui n'était pas pratiqué au solstice par les Autochtones, mais il y a la danse du soleil. Je ne sais pas si tu as hmm. déjà lu sur ce sujet-là. Non, j'ai déjà entendu, par contre, mais non, j'ai pas lu. Euh, j'ai jamais fait de recherche expressément sur la danse du soleil, mais j'ai une amie très chère à mon cœur, Bettina, qui m'a prêté la biographie de Sitting Bull. Euh, c'est euh, c'est un autochtone qui était très connu aux États-Unis dans l'espèce de bataille entre les Anglais et les Autochtones, hein, les Autochtones qui voulaient quand même garder leurs droits ancestraux sur leur terre et qui se retrouvaient devant la colonisation américaine. Donc, c'est pas juste au Québec qu'on l'a vécu. Puis, chaque tribu, chaque communauté l'a vécu de manière différente. Et donc, c'est l'histoire de Sitting Bull, mais Sitting Bull, oui, était comme on pourrait dire, quelqu'un qui voulait garder les traditions et faisait attention à son peuple parce que c'était un chef de tribu. Mais au travers de ça, c'était aussi un danseur du soleil. Et on apprend qu'est-ce que c'est que ce rituel-là. Au travers de sa biographie, parce que c'est très bien expliqué, dans un souci aussi de respect de ce rite-là, et parce que Sitting Bull était aussi un danseur du soleil. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire cette danse-là. C'est souvent de père en fils, ou ce sera des personnes choisies, dédiées à faire ça. Et on pourrait dire que c'est des rites de sacrifice. Il n'y a personne qui meurt, sauf un accident grave,
mais c'est des rites qui sont très souffrants pour les danseurs. Le but de cette danse-là, en fait, c'est ça, c'est une danse sacrificielle, donc qui va faire en sorte que le danseur se blesse, mais vraiment sérieusement au final. Et cette douleur-là, il la vit pour attirer les bonnes grâces du grand esprit, pour protéger les siens, pour amener la chance de leur côté. Donc, on peut imaginer quand on a ça, quand on porte cette espèce de fardeau-là sur nous, hein, de faire une danse qui va plaire, que le sang va couler assez de notre corps pour considérer, pour avoir les bonnes grâces des esprits qui nous supportent dans nos vies puis dans qu'est-ce qui se passe. On fait pas ça à moitié. Tu sais. Souvent, les danseurs finissaient leur danse en tombant évanouis de tout cet effort. C'était une danse qui était sur plusieurs heures, plusieurs jours, jour et nuit. Aucun arrêt. La personne ne mange pas, ne boit pas, ne fait que danser. Et la manière que c'est fait, je pense que c'est, si je me rappelle bien, c'est autour d'un poteau. Puis il y a comme des os qui sont accrochés. Et donc, le danseur doit passer là-dedans. Et donc, ça blesse sérieusement les personnes. Là, tu te fais des blessures en faisant ça. Donc, c'est ça. C'est pas tous les rituels qui sont doux et gentils. Hein? Il y en a qui demandent un vrai don de soi, sacrifice de soi au niveau du corps. Mais ça aussi, ça l'amène des visions. Quand on va à l'extrême au niveau de la douleur, de la fatigue et tout ça, ça provoque aussi des visions. Ça, c'est ça. Fait que de la danse soleil, mais il y a plusieurs autres types de rites qui nous amènent à avoir des visions comme ça. Et donc, c'est ça. La danse du soleil. Je me rappelle pas pourquoi que ça s'appelle explicitement la danse du soleil, parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai lu le livre, mais je me rappelle très bien de cette fascination que ça l'a fait naître en moi de lire un rite aussi important aussi. Et ça a été fait aussi dans l'histoire de Sitting Bull. Il a fait ses danses. Mon chat. C'était dans un temps justement où est-ce que les Autochtones se faisaient coloniser, se faisaient déplacer, des fois se faisaient aussi massacrer. Hein, des fois, on n'y allait pas de main morte là, pour revendiquer ces espaces-là. Il y a eu des guerres entre les Autochtones et les nouveaux Américains. Donc, ce chef de tribu-là a fait des danses dans un temps très incertain pour lui et son peuple. Donc, c'est ça. Il y a ça aussi qui est quand même impressionnant, de rester aligné au niveau spirituel dans un temps aussi incertain. Puis je pense que c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut, que c'est là que notre spiritualité est mise à l'épreuve. Hein? C'est pas quand tout va bien. C'est quand les choses tournent mal, de savoir où est-ce qu'on va se retourner au niveau spirituel aussi. Donc, ouais, ça l'a amené beaucoup de réflexions. Ce rite-là en particulier. Mais sinon, il y a des rites plus moins dramatiques hein, qui existent. Moi, j'aime bien allumer les chandelles sur mon autel. Oui. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai un petit lampion que j'aime bien allumer. Pour moi, c'est un peu comme le cœur de mon autel que j'allume quand même assez souvent. Je l'allume moins souvent quand on arrive à l'été et tout ça, mais pendant l'hiver, ça arrive vraiment, vraiment plus souvent que je le fais. On dirait que
que ma pratique change avec les cycles des saisons. Et pour toi, Kat? Oui, vraiment, moi aussi, j'ai des habitudes de pratique qui sont différentes. Ben oui, c'est vrai que d'allumer le lampion, d'allumer le cierge ou la bougie, c'est aussi c'est un acte rituel qui est important. C'est d'allumer son feu intérieur, de fixer la flamme, de la regarder danser, de regarder sa couleur, de sentir sa chaleur, tout ça, et puis de la porter en dedans de moi pour la laisser allumer, puis de repartir faire ma journée avec. C'est toutes des choses qui sont comme très simples, qui sont aussi, qui ont été créées dans une habitude. Mais quand que je m'y arrête, je me rends compte que vraiment, malgré ma crainte du feu, je Ouais. l'affectionne quand même assez bien, oui. Ouais. J'aime bien que tu parles justement juste du fait d'allumer la flamme sur l'autel. Je pense que tu l'as dit un peu, là, c'est comme si on transférait notre feu intérieur vers la flamme qu'on allume comme un symbole de notre feu intérieur. Et je pense que Et c'est pour ça, vice-versa. Mm. ouais, ça crée un lien. Et d'autant plus de le faire sur l'autel. Pour moi, à chaque fois que j'allume sur mon autel, justement, ça a cette importance-là de faire vivre parce que c'est ça. Pour moi, personnellement, mon autel représente un peu mon moi intérieur, tu sais. Mon autel est un peu bordélique. Il y a des petits dons, il y a des petites affaires que j'ai trouvées. À chaque année, au solstice d'hiver, j'enlève quelque chose sur mon autel pour le donner en offrande, tu sais, même si ça pourrait me faire un peu mal au cœur, mais je me suis fait cette promesse-là parce que les choses changent dans nos vies, tu sais. Donc, je trouve que l'autel doit refléter ça aussi. Mais chacun le vit d'une manière différente, là. Mais c'est sûr que, tu sais, je choisis pas, je vais jamais choisir le petit cheval que mon amie Caroline m'a ramené de Suède. Elle a fait un voyage, tu sais, comme spirituel, en fait. Elle est allée voir une communauté chamanique et tout ça, puis elle m'avait ramené un petit cheval. Fait que, tu sais, lui est sur mon hôtel, mais je vais jamais le donner, là. Mais j'ai dit ça, check bien ça, la fille, elle va se dire, ah, cette année, ça, je vais être sûre de donner une belle offrande. Non, non, lui, je veux le garder, tu sais. Mais il y a d'autres affaires que ça fait moins mal, mais quand même, chaque affaire, chaque chose que j'ai mis dessus est importante. Fait que c'est quand même un dur choix à chaque année de choisir quelque chose à aller porter puis à laisser aller, mais ça va avec la vie aussi qui change. Donc, mais ça, je fais ça à l'autre solstice. Au solstice d'été, Ouais. je vis ça plus dehors, à l'extérieur. Mais la chandelle que tu m'as offerte, elle est toujours sur mon autel. Ah. J'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre dessus ou ce que j'allais graver parce qu'on a comme un petit projet autour de ces chandelles-là. Oui. Ouais, j'espère que ça va arriver à un moment donné. Souhaitons-le, souhaitons-le. Ouais. Puis, je sais pas en Europe s'il y a des célébrations autour du solstice comme par hasard, je dis ça en guillemets avec mes doigts. Mais ici, le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui coïncide avec le solstice et c'est aussi une célébration de feu. C'est une célébration où est-ce que les Québécois célèbrent le fait d'être Québécois, mais c'est autour de grands feux aussi qu'on fait ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté solstice derrière cette envie de célébrer autour des grands feux de la Saint-Jean-Baptiste. Puis il y a... Ah oui, c'est ça. Il y a
il y a une autre chose aussi au mois de juin que j'adore regarder parce que j'habite en forêt et c'est le moment où est-ce que les lucioles apparaissent la nuit. Oui. Fait que, tu sais, même la nuit, c'est ça, déjà que les nuits sont courtes, mais quand que le soleil va se coucher, ben les lucioles apparaissent. Donc, on a encore des petits feux qui se promènent la nuit. Donc, c'est pour dire comment que, en tout cas, je sais pas si le phénomène de la luciole se passe en Europe aussi, mais c'est ça. Ici, on vit ça en plus. Donc, puis là, il fait très chaud et elles sont en train de sortir. Cette dernière semaine a été fraîche et il y avait juste, je voyais 2, 3 braves des fois qui se promenaient. Mais là, je suis sortie pendant la pause et elles étaient déjà présentes. Et il faut que je te dise ça. Kat, j'ai vu mon premier papillon de lune, justement, Oh! pendant ma pause. Oui, parce que c'est aussi le temps des papillons, hein, c'est le temps de l'accouplement et tout ça, c'est Oh là la là. grande effervescence. Et j'ai vu c'est ça, on a des beaux gros papillons de nuit qui sortent dans le mois de juin. Il y a le Saturni, qui est vraiment magnifique aussi, dont j'ai trouvé une aile dans une balade de vélo. Mais c'est ça, j'étais un peu triste parce que j'avais jamais vu de papillons lune, mais cette année semble assez exceptionnelle au niveau des papillons de nuit. Sur les pages d'entomologie, on ne voit que ça. Plein de gens qui avaient jamais vu, donc c'est comme une année faste pour les papillons. Et j'étais un peu tristounette parce que je me disais, j'ai toujours pas vu, tu sais, de papillons lune, tu sais. J'ai vu une Saturnie, une aile de Saturnie. Mais là, c'est ça, en étant sur ma terrasse, tantôt pendant la pause, je me lève les yeux, je vois un papillon qui se promène, puis je vois l'espèce de petite queue derrière allongée. C'est un beau papillon Oui. vert tendre. Et c'est ça, j'allais dire ses plumes, ses ailes. Le bas des ailes est allongé. Donc, on peut le reconnaître relativement de loin, mais c'est ça, il se promenait dans mes feuilles d'arbres. Oh là là, tu l'as vu en vol. Oui, 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 oui. Wow! Mais dans mes feuilles d'arbres. Oh là là, ça devait être merveilleux. Ben oui, avec le soleil qui est en train de se coucher, tu sais, c'est tout rose orangé là, à l'heure qu'il était parce que ben c'est ça, il va faire beau et chaud demain. Et comme disaient ma mère et ma grand-mère, hein, quand il fait rose orange là, c'est que le soir, c'est que demain, ça va être une superbe journée chaude. Donc Oui. ouais, j'ai de grandes attentes pour une autre journée chaude demain. Mais c'est le fun parce que le papillon lune, moi, je l'ai vu comme quelques fois ici, dans mon coin. Mhm. Puis, à un moment donné, une petite anecdote, j'ai une amie qui a un chalet près d'une rivière, pas loin d'ici, à peu près 15-20 minutes. Puis, j'étais allée la visiter. Excusez, j'ai comme un chat dans la gorge encore. Puis, tout en jasant avec elle, on était dehors, puis à un moment donné, je vois dans sa fenêtre, c'était un vieux chalet, un papillon qui était comme dans sa fenêtre, puis qui était là, puis qui bougeait pas, puis c'était un papillon là. Fait que là, j'étais toute impressionnée. Là, elle me dit, ben oui, elle dit, je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, mais elle dit, ça fait quelques fois, là, qu'ils viennent dans ma fenêtre, comme ça. Puis, finalement, je pense qu'une fois qu'ils sont, je suis pas certaine, mais une fois qu'ils ont accouplé, ou en tout cas, Oui. les œufs, en tout cas, je sais pas comment ça marche, mais je crois que le mâle, il, il meurt après ça. Mais je suis pas certaine, là. Mais en tout cas, bref, tout ce que je voulais dire, c'est finalement, il a toujours resté dans la fenêtre. Et OK. il est mort là. Ah, Fait OK. que, ouais. Fait que finalement, je lui ai demandé si je pouvais le prendre. Et puis, je l'ai amené chez moi, puis je l'ai ici avec moi. Ah, wow. Ouais, je Est-ce que l'ai tu l'as avec mis moi. est-ce que tu l'as mis dans une boîte à papillons? Non, je l'ai mis dans un cadre.
parce que je tiens beaucoup, je l'aime beaucoup, Ah, mais puis c'est c'est un ça. tout petit cœur. Ouais. Ben, c'est Ouais, ça, c'est ça. la boîte à papillons, c'est un cadre avec une certaine OK. profondeur exprès Oui, c'est ça. pour, ouais, OK, parfait. Ouais, j'avais un cadre comme ça, puis Ah, je l'ai déposé là, puis il est tout, il dort éternellement, puis je l'adore parce que c'est comme ça me rappelle vraiment des beaux souvenirs à cet endroit-là. Puis le moment aussi, il faisait beau, il faisait chaud. Le soir, on allait faire un feu. Puis juste avant que la pénombre soit là, ben j'ai vu le papillon. Puis là, on a fait comme un petit comment je vais dire ça, pas un petit rituel, mais on avait comme un petit moment personnel avec le papillon, puis on était très proches du papillon toutes les deux, puis on parlait avec le papillon. C'était vraiment mignon. Ouais, puis ah, on posait des questions. On disait, ah, Colin, il est donc bien beau. Puis c'est tellement beau, ce papillon-là, c'est mon papillon préféré, là. ah oui, C'est clairement. c'est clairement, ouais, juste parce que par sa couleur, parce que c'est quand même assez gros là comme papillon là, ça peut celui que j'ai ici il a au moins 4 pouces de fait que c'est quand même un bon format de bestiole, si je peux dire ça comme ça. Oui, mais il y a aussi le certificat. Ah, je crois que je suis en train de te perdre. Je vais juste, euh, je vais juste quitter. Je vais juste quitter l'appel. Excusez-nous. Nous sommes à la fin de toute manière de l'émission. Je vais voir si Kat me rappelle. Puis sinon, on va terminer juste ensemble. Mais c'est ça, j'étais en train de faire la recherche parce qu'il y a une autre sorte de papillon. Le papillon Saturni. Et c'est lui que j'ai retrouvé. Ah, non, non plus. Bon, alors, je vais voir si Kat me rappelle. Et puis, sinon, on va pouvoir se quitter. Je vais juste regarder. Demander de rappeler si elle est capable. Et donc, ce sera la fin de notre émission. Pardonnez le dernier 2 minutes. Nous allons, en fait, je voulais vous remercier d'avoir été là pour cette première année d'Observatoire en Scorpion. Ça a été une expérience des plus enrichissantes pour moi. C'est la première fois que je faisais de la radio. Je me rappelle plus jeune, je travaillais au Village des Valeurs et je faisais les messages à l'intercom pour les clients. Et, ah, parfait. Et je me rappelle des petites madames qui venaient me voir et qui me disaient que j'avais une belle voix de radio. Et donc, c'est comme vraiment un plaisir pour moi de pouvoir faire profiter cette voix-là. Mais en même temps, c'est une passion que je vis à partager des choses comme ça de vive voix à la radio. Donc, je voulais remercier Alina de m'avoir donné cette opportunité-là. Kat vient de nous rejoindre. Kat? Vraiment désolée, la connexion a vraiment, comme on dit ici au Québec, ça l'a planté. Donc, ouais. Il n'y a pas de problème. Je savais pas si tu allais rappeler, donc c'est ça. Je voulais pas juste attendre, tu sais, vu que les auditeurs sont là puis qu'ils nous écoutent quand même, puis finir ça sur une déconnexion. Je trouvais ça très drôle. Ah, Bien contente que tu sois de retour parce que c'est ça. J'étais en train de dire aux gens, en fait, de les remercier de leur présence au courant de l'année. Que ça a été une première année, c'était une première pour moi. Puis là, tu es là, je peux parler de toi. Tu m'as rejoint au courant de cette aventure-là et on a pu faire ça à deux parce que c'est ça, on est deux personnes qui s'apprécient vraiment beaucoup, mais qui habitent pas à côté.
Donc, ça nous a permis de nous rapprocher puis d'avoir, c'est ça, comme un projet ensemble, sans nécessairement que ce soit 100% Demoiselles étranges, mais quand même au travers, tu sais. Fait que je voulais te remercier, Kat, de m'avoir accompagnée dans cette belle expérience-là. Ah, mais ça me fait plaisir, Maggie. C'est toujours un plaisir de discuter et d'explorer le monde sous toutes ses formes et ses faces. Et avec toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton espace. Ah, écoute, ça a été encore une fois un réel plaisir. Juste pour que tu réentendes, j'ai remercié aussi Alina de nous avoir donné cet espace aussi à la radio. C'était une belle opportunité, un beau cadeau qu'elle nous a offert. Et on peut dire déjà qu'on sera là l'année prochaine. La forme va changer un peu, mais l'observatoire sera quand même là. Donc, avec une petite évolution, mais ça, on va laisser le soin à Alina de partager les futurs changements qui s'en viennent, des changements qui sont pour le mieux et qui font partie d'une évolution normale d'une radio, d'un projet. Donc, mais on sera là avec Alina et avec tout le reste de l'équipe aussi. Puis c'est ça. Donc, c'est notre dernière émission. Je te souhaite je vous souhaite un bel été. Je te souhaite un bel été, Kat, aussi. Profite-en bien. L'été qui s'entame là. Oui. Oui. Et c'est ça. Donc, à une prochaine. Oui, à bientôt. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.